Alicia, si tu veux y aller. Ça marche, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Alicia Combaz. Je suis donc la cofondatrice et la directrice générale d'une société qui s'appelle make.org. Et je vais vous raconter aujourd'hui ce qu'on fait à travers notamment l'exemple qu'on a mené avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette opération qui est en cours d'ailleurs, qui s'appelle Parole aux jeunes. Donc, à suivre. Et moi, je m'appelle Ajar Chokairi, donc je suis consultante senior chez Bluenove et en particulier, je travaille sur des démarches plutôt internationales et plutôt aussi en Afrique, toujours d'intelligence collective, qui consiste en fait à consulter des gens, que ce soit dans les entreprises ou avec des ministères ou des organisations publiques. Et j'ai hâte de vous parler de francophonie de l'avenir. Merci beaucoup. Et on a aussi Théo, qui est là, qui est de décider ensemble, qui sera là pour aussi peut-être répondre à vos questions un peu plus techniques dans le chat. On a aussi, je ne l'ai pas précisé, le module questions et réponses où vous pouvez aussi poser les questions, mais on essaiera de tout condenser. Donc, merci à Jar et Alicia pour votre présentation. Donc, rapidement pour introduire les propos donc, sur cet atelier qui a pour objet la consultation internationale des jeunes. La jeunesse est un thème qui était au cœur de cette 5e édition des rencontres. On en a pas mal parlé à Amiens pour ceux et celles qui étaient présentes. On a eu pas mal de retours d'expérience sur des initiatives plus locales et nationales. Et donc là, ça va être l'occasion de un peu croiser deux défis de la participation citoyenne, à la fois comment impliquer les jeunes, mais comment consulter à une échelle aussi large que l'échelle internationale, donc européenne et internationale, puisque aussi toutes les questions liées à la participation à l'échelle européenne étaient aussi une des thématiques traitées lors des rencontres à Amiens. Donc là, on a un peu le croisement de deux défis qui sont très intéressants et un peu sur lesquels on commence bien à travailler et je pense qu'ils sont encore inépuisables et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et donc la consultation à l'échelle internationale, elle implique aussi d'autres enjeux qui ne sont pas que propres à la participation citoyenne, mais qui sont la barrière de la langue, l'éloignement géographique. Donc, je laisserai Alicia et Ajar nous faire un retour d'expérience spécifique sur leurs initiatives et sur tous pas les problèmes, mais tous les enjeux auxquels ces démarches se sont confrontées. Et donc, si vous, de votre côté, participants et participantes, vous avez des expériences et vous souhaitez témoigner, on vous laissera la parole après peut-être déjà la présentation des initiatives et quand on échangera avec la salle. Mais du coup, peut-être je vais laisser dans un premier temps Ajar présenter l'initiative Francophonie de l'avenir. Vous avez travaillé avec l'OIF, donc l'OIF qui est l'Organisation internationale de la francophonie, sur cette initiative. Donc je vous laisse la présenter en détail. Et si vous souhaitez que je diffuse une vidéo, vous me direz à quel moment je le fais. Je vous laisse la parole. Ok, parfait. Alors, je vais essayer d'être court parce qu'on aura l'occasion de rentrer dans plus de détails ensuite avec les questions. Mais donc, pour vous préciser un petit peu le contexte initial, donc c'était à l'occasion du cinquantenaire de la francophonie. Donc, l'OIF fêtait ses 50 ans et avait souhaité à cette occasion marquer le coup justement en impliquant les jeunes en fait et en renouvelant un petit peu les attentes des jeunes de la francophonie à cette occasion-là. Et donc l'idée c'était de s'adresser particulièrement aux jeunes de 15 à 35 ans pour interroger deux grandes choses, leur sentiment d'appartenance à la francophonie et aussi donc savoir de quoi elle est composée, quelles sont peut-être les différences aussi à l'échelle mondiale, etc. Mieux le comprendre. Et puis aussi savoir plus largement quelles sont les préoccupations actuelles et futures des jeunes. Le constat de départ aussi, c'était une question démographique, puisqu'en 2060, 75% des francophones auront moins de 30 ans. Donc la francophonie, ça recouvre une population extrêmement jeune, qu'il s'agissait de comprendre pour une organisation comme l'OIF, qui est une organisation plus établie, qui vient aussi voilà, d'une autre époque.
Donc, l'OIF a rassemblé un certain nombre de ses partenaires, donc l'APF, l'AUF, TV5 Monde, l'Université Saint-Goor, etc., pour justement se rapprocher du terrain et donner la parole aux jeunes. Et donc, très concrètement, je vais vous peut-être partager mon écran pour vous montrer un petit peu comment ça s'est incarné concrètement euh, au niveau de la plateforme de la consultation. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Donc là, vous allez voir justement la plateforme de la consultation et donc qui va me permettre de vous présenter un petit peu les différents, la méthodologie qui a été utilisée par l'OIF pour consulter les jeunes. Donc très vite, l'OIF s'est dit qu'il fallait qu'il y ait plusieurs modalités de consultation des jeunes pour leur permettre de passer rapidement avec 2-3 minutes de temps disponible et puis de donner des modules de plus en plus évolués en fonction du temps que les jeunes pouvaient avoir. Et aussi, l'idée, c'était de pouvoir avoir des modalités de plus en plus aussi tournées vers la concertation. Donc, il y a donc, comme vous le voyez à l'écran, des modules assez rapides donc, qui sont le donne ton avis pour l'avenir. Je vois l'écran YouTube pour le moment. Je ne sais pas si c'est ça que les gens voient. Clara, tu vois la même chose que moi. Ah oui. Donc, oui, non. Ouais, change d'onglet. Je vais... Ok, c'est étonnant parce que je suis sur... Ah d'accord, ok. Alors je crois que je sais ce qui s'est passé, c'est l'autre fenêtre. Toujours les joies d'Internet. On ne finit pas. Voilà. Là, normalement, vous devez voir l'écran de la consultation. Ouais, c'est bon. Ouais, donc on est au bon endroit. Donc du coup, il y a un premier module qui était, deux premiers modules qui étaient des questionnaires pour justement pour récolter la vision des jeunes francophones, leurs préoccupations, leurs attentes, toujours de manière ludique. Et puis il y avait un module de débat vraiment pour que les jeunes puissent partager leurs idées et proposer des projets concrets pour répondre aux défis de nos sociétés. Et puis enfin un module plus créatif, donc qui consiste à imaginer la francophonie de demain avec à travers une image, un texte ou un récit. Et donc, ça, c'était donc la partie digitale de la consultation. Et puis, il y avait évidemment tout un volet présentiel qui se matérialisait notamment par des ateliers. Donc, il y a eu 80 ateliers qui ont été organisés, soit par l'OIF, soit par le réseau de l'OIF, ou même des jeunes volontaires qui étaient appelés et à qui on a proposé de s'emparer eux-mêmes de ce sujet et d'organiser avec un kit des ateliers à leur échelle. Pour être concrète sur les idées, sur les questions qui ont été posées, on avait des questions autour de pour toi la francophonie, peux-tu nous citer une personnalité francophone qui t'inspire? À l'horizon 2050, comment imagines-tu l'espace francophone? Et puis au niveau du débat, on présentait plutôt des choses autour d'un défi, donc l'environnement. Quelles sont tes idées concrètes pour justement répondre aux défis aux défis environnementaux dans ta géographie? Et puis aussi, quelles sont tes préoccupations aujourd'hui en matière d'environnement? Donc c'était ce type de questions qui étaient posées. Et alors, en termes de phasage, on a adopté quelque chose d'assez simple justement pour essayer de simplifier au maximum la démarche vis-à-vis des jeunes. C'est de commencer par en fait une phase. En fait, il y a eu deux phases. Il y a eu une phase où il y a eu ces trois modules-là, donc le module répond à un questionnaire, débat avec des jeunes et imagine la francophonie de demain. Et en fait, ce donne ton avis pour l'avenir, il a été introduit dans un second temps à partir de l'ensemble des données qu'on a pu récolter. Donc là, l'idée, c'était de se dire, on va laisser ces trois modules en ligne pour pouvoir continuer à collecter des idées, des réponses au questionnaire, mais on veut avoir déjà une première réaction à ce qui a été dit jusqu'ici. Donc, ça s'est notamment traduit par le choix de 5 projets par grand thème. Donc, il y a eu des projets transversaux, des projets dans l'environnement, des projets dans l'éducation. Et on a invité, et d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ce que fait make.org, entre autres dans les formats, les jeunes à déposer un j'aime, un je n'aime pas et un neutre pour pouvoir justement avoir une première idée de ce que pensent les jeunes de ces projets-là. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour des grandes lignes du projet. Je ne sais pas si Clara, il y a d'autres choses que tu penses qu'on peut aborder maintenant ou on peut tout. Non, c'est à toi de voir si tu as fait une présentation assez générale de la démarche. De toute façon, après, on va revenir dans le détail sur certains points, mais c'est à toi de voir.
Ok. Bah, moi, je pense que c'est bon. Je peux peut-être vous donner dans les grandes lignes, les résultats. Ensuite, on reviendra en détail. Donc, au total, on a réussi avec cette démarche à atteindre 121 000 jeunes par différents dispositifs en ligne, des vidéos, des ateliers. En termes de participants sur la plateforme, on a eu 10 452 jeunes et qui ont fourni ou qui ont fait 74 000 contributions. Et puis, je vous disais, une centaine d'ateliers qui a été organisé. Puis là, vous avez eu une première vue sur le profil des participants. Donc, vous le voyez, 40% de 19-25 ans, le reste étant assez équivalent dans les autres catégories d'âge. Beaucoup d'étudiants. On a quand même réussi à avoir d'autres catégories, mais donc en grande partie des étudiants. Parité, quasi 51% de femmes et 48% d'hommes. Puis là, vous avez une petite vision géographique. Donc, il y a une grande variété de pays qui a été touchée. Donc, on y reviendra avec plus de détails pour vous raconter un peu comment et pourquoi on a réussi à inclure toutes ces personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hajar, pour cette présentation. Comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Peut-être je vais laisser Alissa présenter son initiative et après, on pourra avoir un petit temps d'échange sur s'il y a des questions sur la démarche en général. Et après, on rentrera un peu plus dans le détail sur les problématiques, les enjeux qu'on souhaite un peu traiter dans cet atelier. Donc, Alissa, je te laisse présenter ta démarche. Tout à fait. Donc, le projet s'appelle Parole aux jeunes. C'est un projet qu'on a initié avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sous l'impulsion donc, du secrétaire d'État aux Affaires européennes qui est Mambonne. C'est un projet qui est en plusieurs étapes. Il est toujours en cours actuellement. On a une première étape qui a démarré en mai dernier avec une grande consultation citoyenne dans un contexte assez particulier, qui est le contexte de la crise sanitaire, avec cette envie, bien évidemment, d'aller interroger les jeunes durant cette période particulière sur cette Europe de demain. On leur a posé une question qui est: jeune, quelles sont vos priorités pour l'Europe de demain? Dans le contexte, il y a également la COFRE, bien évidemment, la conférence sur le futur de l'Europe, et également en janvier prochain, la présidence française de l'Union européenne qui va débuter. Donc, cette consultation, elle est là réellement pour nourrir l'ensemble de ces travaux. On en parlera. L'objectif d'écouter des citoyens, de les mobiliser, c'est également d'en faire quelque chose, d'avoir de l'impact. Donc ça, ce sera la deuxième partie de l'opération qui va débuter dans les prochains jours et j'y reviendrai. Donc sur la première partie de l'opération, donc une grande consultation citoyenne auprès des jeunes. Donc là, on est sur le territoire France uniquement. Une consultation qui dure à peu près 2 mois, où on fait le choix, côté mec, nous, de poser une grande question ouverte qui est très impliquante, qui va toucher un grand nombre. Et vous pouvez répondre à ces questions en faisant des propositions et en votant sur les propositions des autres. J'y reviendrai, c'est un élément clé de la participation citoyenne, le fait que ce soit simple, ludique et accessible par toutes et tous. On a également une plateforme qui est accessible. On parle peu souvent d'accessibilité numérique et c'est très, très important pour aller toucher le plus de personnes possible. Donc, consultation massive, on reviendra sur les résultats, mais nous, on s'était donné comme objectif de toucher 50 000 participantes et participants, donc c'est un objectif qui a été atteint. Je vous montrerai et je vous parlerai d'ailleurs comment on pilote cette partie de participatif, c'est-à-dire comment on pilote le volume. Le volume, il est intéressant pour la légitimité de ce qui ressort. C'est également intéressant non seulement de piloter un volume, mais un équilibre représentatif. Donc pareil, je vous dirai un petit peu la recette Make Work pour s'assurer qu'on est à la fois massif, on cible un équilibre représentatif pour qu'ensuite, une nouvelle fois, la légitimité qui ressort de ce processus soit la plus forte possible et que du coup, l'impact qui en découle soit le plus fort possible. On est aujourd'hui dans une phase intermédiaire où on est en train de travailler les résultats de ces consultations, une nouvelle fois avec une méthode assez particulière de notre côté, qui va permettre de montrer à l'issue de cette consultation où sont notamment les consensus, la part commune de l'ensemble des jeunes qui ont participé à cette consultation, à la fois les controverses, les idées plutôt controversées, à la fois les repoussoirs.
qui va être intéressant autour des consensus, une nouvelle fois, et j'y reviendrai à chaque fois, hein, c'est de voir quelle est la part commune sur laquelle il est possible de construire quelque chose. L'objectif, c'est d'écouter, de mobiliser et de mettre en œuvre. Et on arrive, à travers toutes ces propositions qui ont été faites, à voir où sont les consensus. Et c'est une matière incroyable pour une mise en action. Puisque là, on va basculer, donc on va publier ces résultats avec ces consensus, ces controverses, ces repoussoirs. Et l'objectif de ces résultats, ce qu'on est en train de co-construire, c'est notamment de nourrir les travaux de la COFOE et également de nourrir le travail qui va être fait par la présidence française de l'Union européenne. Donc voilà, donc ça c'est en co-construction, c'est à suivre. Pour l'instant, j'ai pas d'éléments, mais je pourrais illustrer avec d'autres opérations qu'on a menées par ailleurs. Merci beaucoup pour cette petite présentation. J'ai vu que quelqu'un avait levé la main, mais peut-être que j'ai halluciné. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la démarche de manière un peu générale, comment elle s'est déroulée? Je vous laisse peut-être, si vous voulez, directement poser la question en réactivant votre micro ou la poser dans le chat. N'hésitez vraiment pas. Personne. J'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, mais je pense que j'ai halluciné. Ok, bon, mais si personne n'a de questions spécifiques sur les démarches, on va peut-être passer à un peu la partie un peu plus table ronde où on va s'attarder sur certains aspects de la démarche où Alicia et Ajar, je vous laisserai donc répondre aux questions qu'on avait un peu prédéfinies et après prendre à chaque fois les questions s'il y en a des participants. Donc, dans un premier temps, on voulait un peu donc, s'attarder sur l'aspect international européen et international de vos démarches et à la fois comment vous avez réussi à toucher les jeunes, mais et comment l'échelle transnationale, européenne, internationale, vous a amené à changer un peu l'approche par rapport à une initiative qui est menée au niveau local et national, ce dont on a beaucoup plus l'habitude. Donc, quelle différence il y a eu et comment vous avez réussi à toucher et à mobiliser les jeunes. Donc, je ne sais pas qui souhaite commencer à répondre. N'hésitez pas à alimenter vos réponses l'une et l'autre si jamais... Ajar, peut-être je vous laisse commencer. Je peux me lancer. Donc, pour notre démarche, effectivement, comme c'était l'OIF, donc à 88 États et membres de son organisation, donc l'idée c'était vraiment de toucher tous les jeunes francophones possibles, mais en particulier, il y avait un devoir de représentativité vis-à-vis de ces 88 États, puisqu'évidemment, c'est aussi ceux qui financent et qui sont inclus dans l'OIF. Donc, par exemple, l'Algérie n'est pas dans l'OIF, il y a énormément de jeunes francophones en Algérie, on n'avait pas forcément de contraintes sur atteindre des Algériens, mais en même temps, il fallait que ça puisse leur parler, puisque c'est des francophones et leur avis nous intéressait. Donc, en termes très concrets, il y a eu, disons, 3 grands facteurs clés de succès qui nous ont permis de toucher ces jeunes. D'abord, l'OIF est une organisation qui a un réseau, qui est déjà très important, un réseau de terrain. Donc, ça a été très important d'aller cartographier le réseau de l'OIF, qui est un réseau qui est aussi pas toujours, archivé, au sens où tous les contacts ne sont pas au même endroit. Et donc, il y a eu un gros travail de cartographie du réseau de l'OIF, des jeunes ambassadeurs avec lesquels ils travaillent, des institutions, etc., qui nous a permis de faire une campagne vraiment en impliquant au maximum le réseau terrain et en mobilisant au maximum les parties prenantes de l'OIF. Ce qui a été fait très vite aussi, c'est d'inclure les parties prenantes vraiment en co-construction de la démarche, c'est-à-dire que l'OIF a fait, on a fait des espèces de séances de formation en amont de la consultation où on fournissait un kit et on impliquait le maximum d'organismes qui soient dans le réseau de l'OIF, donc vraiment l'AUF, tout ce réseau, tout ce millefeuille institutionnel, mais aussi les ONG, les associations qui tournent autour de l'OIF. Ils étaient mis exactement au même niveau, ils avaient exactement les mêmes outils et ils avaient tous cette possibilité, cette responsabilité de s'impliquer, et ça a vraiment créé quelque chose de très horizontal dès le départ, et aussi ça a permis à l'OIF quelque part de se connecter avec ces acteurs-là, avec lesquels ils travaillent, mais pour lesquels ils ne sont pas toujours en lien. Donc voilà, ça a été un gros facteur qui nous a permis d'inclure un maximum de gens.
Ensuite, la deuxième chose, c'était la stratégie digitale, évidemment, et l'esprit, et le vocabulaire, etc., qui a dû être employé dans cette démarche. Donc, on a fait un vrai travail visuel, un slogan, des éléments de langage, aussi une campagne réseaux sociaux qui se base vraiment sur les usages des réseaux sociaux. Par exemple, pour être très concrète, pour inciter au débat, eh ben, on a dit, est-ce que vous préférez les frites ou la poutine? Et évidemment, ça permet de c'est très très visuel, ça donne envie de cliquer et puis après ça donne accès à des débats beaucoup plus sérieux. On a aussi beaucoup utilisé, ça a été un point très important, on s'est vraiment décentré d'une culture française pour vraiment se dire, parce que l'équipe évidemment était en France, mais il y avait des gens un peu partout, pour essayer d'utiliser au maximum le vocabulaire, la richesse de la francophonie, donc par exemple aussi en mettant des petites maximes ou des citations, en faisant deviner ce que ça veut dire, je sais pas, j'en ai pas une en tête là, mais par exemple entre griffes, à votre avis, ça veut dire quoi? Bah, en Côte d'Ivoire, ça veut dire comment on appelle ça, guillemets. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment montrer cette force-là et donner envie aussi et jouer aussi sur l'émulation entre les pays pour attirer les jeunes. Et puis la troisième chose, et à laquelle l'OIF tenait beaucoup, c'était tout en ayant ce devoir d'élargir au maximum, veiller à une représentativité, donc là très scientifique, très statistique. Et donc on a fait en sorte qu'il y ait des seuils minimums statistiques dans tous les pays, entre hommes et femmes et entre certaines catégories. Et donc on a corrigé à chaque fois, on a rectifié le tir par des campagnes ciblées quand on voyait qu'une catégorie n'était pas assez représentée. Donc ça a été le cas pour effectivement un aspect géographique, un aspect homme-femme, mais aussi un aspect connecté, non connecté. Et donc on a réalisé en fait on a fait toute une stratégie pour inclure les jeunes peu ou pas connectés, à travers notamment des ateliers terrain, à travers des versions papier de nos questionnaires, à travers des ateliers. Et l'idée c'était, voilà, on a réussi à toucher parmi les 10 000 quasi 11 000 jeunes, on a réussi à toucher 2 000 jeunes uniquement par des activités non digitales. Donc ça a été clé pour diversifier le public touché par la consultation. On l'a bien vu aussi que le fait de passer par du terrain, par exemple, a modifié la sociologie ensuite derrière de nos participants. Il y avait plus de jeunes qui étaient sans emploi, il y avait un certain nombre de jeunes qu'on n'aurait pas pu toucher autrement. Donc voilà pour moi. Oui, alors du coup, je vais vraiment dans le sens de ce que raconte Ajar, c'est-à-dire qu'il y a effectivement énormément d'éléments. Je pense que ce qui ressort de ce que raconte Ajar, c'est qu'il y a énormément de choses à mettre en œuvre et c'est un travail assez long et notamment il y a des sujets de complémentarité qui sont très forts entre le digital et le physique. Ça, c'est un élément essentiel des consultations parce qu'il y a cette force, et on va y revenir, du digital pour aller chercher des gens qui ne seraient pas normalement venus dans des consultations. Donc, c'est une puissance incroyable. Nous, sur notre consultation, on avait dit qu'on allait chercher 50 000 jeunes. On est allé chercher 50 000 jeunes grâce à la force du digital. Je vais te donner un petit peu plus de détails du pourquoi. Et en fait, une fois que vous avez cette masse de personnes que vous arrivez à faire venir, à faire participer, et en plus avec tous les outils digitaux, genre tu parlais d'analyse statistique et de tracking statistique, on va pouvoir cibler une représentativité. Donc ça, c'est très puissant, la puissance du digital. Et ben, on peut ensuite investir le terrain. On peut aller sur le terrain, aller chercher ceux qui n'ont pas accès au numérique, ceux qui sont un peu plus cachés à travers des réseaux associatifs, locaux, etc. Mais vouloir être massif à partir du terrain, c'est très compliqué. Donc moi, je trouve vraiment que c'est très fort cette nouveauté du digital qui va permettre massivement d'aller chercher des gens et de compléter et d'aller chercher voilà, cette accessibilité. Alors là, on parle des jeunes, mais ça peut être les personnes âgées qui n'ont pas accès au numérique, etc. Et donc voilà, je rejoins complètement le sujet de la complémentarité. Moi, je vais juste revenir un petit peu sur le choix nous qu'on fait côté MECPOIR pour avoir cette massivité et comment on fait pour piloter. C'est forcément des investissements techniques, technologiques. Il y a un vrai premier sujet, c'est la facilité de participer à la consultation et le fait d'avoir des niveaux d'expérience quand vous arrivez sur la plateforme avec un premier niveau qui est très léger chez nous. C'est une question très simple. Quelle priorité pour l'Europe de demain? C'est très, très simple. Tout un chacun se sent relativement intéressé par le sujet, s'il s'intéresse un tout petit peu à l'Europe. Et nous, c'est un système de vote un peu à la Tinder où vous passez d'une carte à l'autre et c'est très, très engageant.
les gens votent beaucoup et puis à bout d'un moment, ils se mettent à proposer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Ça, c'est un élément clé. Et nous, on la complète, cette expérience. C'est quelqu'un qui sonne chez moi, mais c'est pas grave. On la complète, cette expérience, avec ce qu'on appelle des campagnes Ah, on a quelqu'un chez des campagnes de promotion de la consultation. Ça, c'est un des autres éléments fondamentaux des consultations et de la démocratie participative. Il ne faut pas attendre chez soi que les gens viennent participer sur les plateformes. Ils ne viendront pas. Il faut aller les chercher là où ils sont. Et donc, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont en train de lire des médias. Et donc, nous, on est allé chercher des gens à travers les réseaux sociaux, à travers des campagnes de pilotage à la performance, notamment sur des réseaux comme Facebook. Sur Facebook, il y a vos enfants, il y a vos voisins, il y a vos collègues, il y a des gens tout à fait intéressants. Et donc, on a fait des campagnes de promotion de cette consultation. Et on a fait venir ces gens sur cette plateforme où c'est très simple, et ces jeunes, où c'est très simple de participer. Et on a bien évidemment complété avec ces expériences avec des partenariats médias. C'est ce qu'on fait souvent. Vous êtes en train de lire un article sur Le Monde, sur l'Europe, et bien vous pouvez avoir un widget, ce qu'on appelle un widget, l'expérience de la consultation, qui est intégré directement à l'article. Vous ne sortez pas de votre article média et vous pouvez participer. Voilà pour un complément par rapport à ce que dit Ajar. Complémentarité distancielle enfin, digitale et présentielle. Puissance du digital, mais puissance qui doit être accompagnée d'une certaine expertise de ciblage, de représentativité, d'expérience utilisateur, un produit qui soit démocratique aussi et accessible. Je pense que là, vous avez touché du doigt quelque chose de très important, comme Alicia, tu le disais, allier le numérique et le présentiel. Et aussi, en plus, quand il s'agit d'un public, quand on cible les jeunes, ne pas tomber dans un cliché de les jeunes et le numérique, on passe que par le numérique. Je pense que c'est très important d'allier les deux et de trouver le juste milieu. Mais ça, après, c'est aussi le cas pour toutes les démarches. Et je sais qu'au Rencontre à Amiens, on a pas mal échangé sur ce sujet-là. Mais donc peut-être, je ne sais pas si sur ce point-là, sur ce que vous venez d'aborder, quelqu'un souhaite rebondir, quelqu'un a des questions sur ce point-là ou d'autres points. Je vous laisse encore une fois lever la main, prendre la parole, utiliser le chat, mais je ne sais pas si quelqu'un, je regarde, mais je vois encore pas. Ok, bon, ben, on va continuer d'avancer sur le... Après, je ne sais pas si normalement vous pouvez réactiver votre micro facilement, ceux qui sont au rang de panélistes, donc j'espère que ce n'est pas un problème technique. Mais en tout cas, vous parliez de la représentativité, du coup, qui est très, très importante dans vos démarches. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur, au final, les publics qui ont été touchés Ajar, tu avais un peu montré rapidement tout à l'heure, au final, quels publics ont été mobilisés sur la démarche. Est-ce que peut-être tu peux y revenir un peu plus en détail et voilà, est-ce que au final la représentativité a été atteinte et est-ce que les publics que vous étiez touchés ont été touchés? Voilà, Ajar, je te laisse prendre oui, la alors je vais parole. partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Il doit être petit, je crois. Non? Ouais, oui, là c'est bon. Là, c'est bon, ok. Donc là, je vais vous montrer effectivement les résultats.
nous, dans les seuils de représentativité statistique, on a eu effectivement, on a réussi avec nos campagnes au fil de l'eau. C'est comme une démarche qui a duré 2 mois à peu près. Donc, on a réussi à atteindre effectivement toutes les catégories qu'on voulait atteindre avec un minimum de personnes, le minimum statistique exigé. Et là, vous avez, je vous l'ai montré un petit peu déjà tout à l'heure, les résultats finaux. Donc, en fait, disons, ce qui est intéressant, c'est les catégories sur lesquelles on a quand même une variété. Donc, c'est vrai que, par exemple, donc, l'âge, c'est bon. L'activité, il y a quand même une grande majorité d'étudiants. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose qui aurait pu être un petit peu enfin voilà, amélioré en termes de targeting, même si les catégories restent représentatives. On a quand même une majorité d'étudiants. Le sexe, c'est vraiment quelque chose auquel l'OIF tenait particulièrement et on a réussi à atteindre des chiffres qui sont intéressants. Et ensuite, au niveau géographique, là, vous le voyez, donc on a quand même une grande partie de la population qui vient d'Afrique ou d'Europe. Donc 14% Europe occidentale, 11% Europe centrale et orientale. Et puis entre Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, on a quand même quasi 40% des jeunes qui viennent de cette partie-là. Et puis on a eu un petit peu plus de mal à atteindre l'Asie-Pacifique, Caraïbes, Amérique latine et Amérique du Nord. Et on a eu 4% de personnes qui étaient hors État et gouvernement de la francophonie. Je n'ai plus en tête le classement des pays, je pourrais vous le retrouver, mais effectivement, l'Algérie, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui avaient envie de participer, même s'ils ne font pas partie de l'OIF. Au niveau géographique, ça restait des chiffres qui étaient intéressants pour l'OIF parce qu'un autre chiffre que je ne vous ai pas partagé, c'est que en 2050, 80% des francophones seront en Afrique. Donc, pour l'OIF, il y avait quand même cet enjeu géographique, même si ce n'était pas la seule catégorie qu'elle souhaitait viser, il y avait quand même cet enjeu géographique de comprendre les aspirations de la jeunesse africaine. Donc, c'est des chiffres qui étaient intéressants pour eux. Après, donc là, on rentre vraiment dans les résultats en eux-mêmes sur les priorités. On peut vous en dire quelques. Je peux vous en donner quelques-uns. Donc, oui, déjà, donc sur le sentiment d'appartenance, là, vous avez les principales. Alors, non, c'est pas ici, pardon. Est-ce que je peux commencer par le sentiment d'appartenance? Ouais, voilà. Donc, sur le sentiment d'appartenance, les chiffres et les résultats étaient assez intéressants. Donc, 4 jeunes sur 5 se sentaient francophones. Alors, avec un chiffre un peu moindre quand on demandait est-ce qu'ils se sentent partager plus de choses avec les francophones qu'avec les autres. Donc, ils se sentent francophones, mais par contre, quelque part, la francophonie reste à créer parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'appartenance aux autres francophones. Donc ça, c'était un chiffre intéressant. Puis là, vous avez quelques socles d'appartenance à la francophonie. Donc il y a la langue française qui paraît une évidence, mais donc qui s'est confirmée, le partage d'une culture, le partage de valeurs, l'appartenance à un réseau, le reflet de l'histoire, et avec aussi là des dimensions plus controversées. Ça a été intéressant d'aller les chercher. Donc il y a évidemment la référence à l'histoire coloniale, etc. Mais voilà, il y a aussi eu une manière constructive de le dire qui était une histoire pas toujours réjouissante, mais des pages des chapitres déjà écrits dont la suite est à venir. Il y a la défense de cause, l'art de vivre et la manière de penser, et puis les opportunités, le partage d'innovation, de projets et de solutions. Et ça a été un axe qui, pour faire le pont avec l'autre partie qui est vraiment les projets de demain, ça a été très important. Tout ce qui était lié à l'entrepreneuriat, aux nouvelles technologies, on a été surpris par l'importance que ça a pris dans la démarche. Donc, les priorités aujourd'hui, je vais en dire quelques mots. Donc, pour les jeunes, c'était d'avoir un emploi, de bénéficier d'une éducation de qualité et de vivre dans un environnement sain. Et puis, le domaine d'action pour eux, pour l'avenir, c'était entrepreneuriat social et éducation. Donc, entrepreneuriat a vraiment été très haut dans les résultats. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus et si vous avez des questions, on pourra y revenir. Mais évidemment, ce qui a été intéressant dans le rapport final, c'est au-delà d'avoir ces résultats-là, c'est de pouvoir les faire varier et de donner aussi des cartographies par zone géographique, dans les catégories de segmentation pertinentes. Donc, en l'occurrence, c'est surtout les segmentations géographiques qui ont été intéressantes, puisque, par exemple, c'est intéressant de savoir que les comparaisons entre hommes et femmes ne donnaient pas des résultats particulièrement différents. Donc, c'était vraiment l'aspect géographique qui a fait varier les priorités le plus. Donc, si je dois vous montrer, par exemple, un des livrables qui a été clé pour l'OIF, et on en parlera ensuite de comment tout ça a été utilisé, c'était, si on prend une zone géographique, voilà, par exemple l'Afrique centrale, on était capable en fait de faire une araignée qui permettait de montrer
à la fois du coup le résultat de l'OIF au global, et puis pour cette zone-là, quels étaient les socles qui cimentaient le sentiment d'appartenance à la francophonie. Donc voir par exemple que là, il n'y a pas vraiment beaucoup de différences. Et pareil sur les autres priorités, pareil sur les aspirations, etc. Bref. Voilà pour moi. Alors, du coup, moi, je vais juste revenir sur le sujet de la représentativité et peut-être, moi, c'est un petit peu plus théorique puisque j'ai pas encore, on n'a pas encore publié les résultats qui arriveront dans les prochains jours, mais il y a un sujet qui est à la fois théorique et essentiel dans les consultations citoyennes. Donc, on a parlé du sujet de la massivité et le sujet de la représentativité, c'est vraiment le sujet de la légitimité de ce qui en ressort et également de la mise en action de ce qui en ressort. C'est-à-dire que ça paraît évident, mais c'est vraiment un élément clé qui est parfois oublié. Et en même temps, quand on voit la puissance du digital, on sait qu'on peut aller récupérer un certain nombre d'informations et il faut aussi faire attention au nombre de données qu'on récupère et ce qu'on fait de ces données. Et donc, il y a tous les enjeux de données personnelles. Donc, il y a un équilibre à trouver entre faire en sorte que les résultats de ce que l'on a ils soient utilisables, qu'ils aient de l'impact, que les gens qui aient participé et ceux qui observent ces résultats les considèrent légitimes. Et en même temps, j'ouvre un petit sujet, c'est le sujet de la récupération de trop de données, ou en tout cas des données au niveau personnel. Et ça peut être géré une nouvelle fois avec notamment demande d'informations de manière agrégée. C'est ce qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire que nous, chez Medfor, on demande un certain nombre d'informations obligatoires aux personnes qui participent à nos consultations, mais de manière le moins d'informations possible. C'est-à-dire c'est un pseudo et c'est un email. Et après, tout est optionnel et on essaie de piloter au mieux le fait de récupérer ces données, mais de manière plus déclarative à travers dans les parcours des cartes qui vont demander effectivement votre géographie, votre CSP, est-ce que vous êtes un homme ou une femme, et qui font qu'à la fin, de manière agrégée, sans aller sur le sujet des données personnelles, de manière agrégée, on a une vision très claire de qui ou non a participé à la consultation. Et ce qui fait qu'à la fin, nous, souvent, je vais revenir sur la manière dont on a les résultats, je vais revenir sur ce sujet des consensus, des controverses et des repoussoirs. À la fin, on a, entre autres, dans les résultats d'une consultation, les 10 consensus qui ont été donc portés et qui ont fait consensus sur l'ensemble des participants à la consultation, qui vont pouvoir être incarnés par des visages, par des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, et qui vont pouvoir faire l'objet notamment d'un moment qui va être un moment plus présentiel après la consultation. Et là, je peux vous donner un exemple qui a déjà eu lieu dans le passé et qui fera le lien avec notre webinaire là aujourd'hui. C'est qu'en 2019, en amont des élections européennes, on a posé à 38 millions d'Européens la question comment réinventer l'Europe concrètement. On a eu près de 2 millions de participants. Parmi ces 2 millions, on avait à peu près 30% de jeunes. Et on a géré cette consultation en 24 langues, 27 pays, en gérant le multilingue, en gérant différents rounds de consultation, d'abord au niveau national, ensuite au niveau pan-européen. Et l'objet de tout ça, c'était notamment un grand événement au Parlement européen, où là, on a eu un moment très fort, très symbolique, mais qui est vraiment clé, où les 10 citoyennes et citoyens qui représentaient les idées qui avaient été soutenues par l'ensemble des Européens sont venus au Parlement les représenter. Et parmi ces 10 citoyennes et citoyens, il y avait 4 jeunes, on va dire entre guillemets, 4 personnes qui avaient moins de 30 ans. On avait Jules qui venait de Belgique, on avait Georges Adrian qui venait de Roumanie, on avait Birute qui venait de Lituanie, on avait Alessandro qui venait d'Italie. Et donc, on avait ces visages, et on avait les autres, mais on avait ces visages, ces jeunes visages qui représentaient l'Europe et qui étaient forts de leurs propositions et des milliers de votes qui avaient été faits par d'autres jeunes et moins jeunes sur leurs propositions qui venaient représenter ces résultats au Parlement européen. Et donc, voilà pour le lien entre le présentiel, le digital, le sujet de la représentativité ciblée qui est importante pour la légitimité ensuite qui en ressort. Le tout, je fais une sorte de résumé un peu fort, mais le tout en faisant attention tout de même, parce que le digital c'est ça aussi, tout de même
aux données personnelles qui sont récupérées. Merci beaucoup toutes les deux pour vos éléments de réponse. Je retente peut-être. Est-ce que quelqu'un a des questions encore sur ce sujet, peut témoigner de quelque chose? N'hésitez pas à prendre la parole ou poser une question dans le chat. Sinon, on va continuer à un peu creuser les démarches avec des questions. Je poserai. Je vois que personne ne se manifeste. Justement, là, on a... Julie demande, Alicia l'a peut-être déjà dit, mais combien de langues dispo sur la plateforme pour la consultation? Alors, du coup, ça dépend. Nous, on est multilingue, on a toutes les langues possibles et imaginables. Donc, sur We Europeans, on avait 24 langues pour 27 pays. Et à l'époque, c'était en 2019, je fais une petite comparaison avec la plateforme de la COFOE qui utilise une autre méthode qui est tout aussi intéressante à observer. Mais en tout cas, je partage notre expérience. Nous, on avait fait le choix de faire d'abord des consultations nationales dans les pays, de faire émerger du coup notamment les 10 top idées de chacun des pays et de les traduire, de faire une traduction vraiment humaine, pas automatique, de chacune de ces idées et de faire un round 2 de consultation. Donc, 10 consultations par pays fois 27 pays, 270 propositions qui étaient remises au vote de l'ensemble des Européens. Et in fine, on avait les 10 propositions plébiscitées par l'ensemble de ces Européens. Et donc, voilà, 24 langues, 27 pays. C'est vraiment, effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et il y a aussi toute cette réflexion autour effectivement, la traduction automatique ou pas. On avait fait le choix de la traduction humaine. Comment on respecte au mieux le sens de chacune de ces paroles citoyennes. Comment on reste agile malgré la machine de guerre qu'il faut déployer sur les sujets de traduction. Mais l'enjeu, voilà, l'enjeu en vaut le travail qui a été mené. Sur la question de la langue, pour nous, pour le coup, c'était français, du coup, donc il n'y a pas eu voilà. Après, nous aussi, pareil, on travaille sur les multilingues. Et j'ai reçu un message privé, donc je propose, enfin, si la personne veut interagir, justement, Marie-Lise Baudou, me parler, enfin voilà, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole sur ce sujet-là, parce que autant en parler en fait à tous plutôt que de juste rester entre nous. N'hésitez pas à prendre la parole et on peut en parler, si vous avez envie. Oh, pas de micro se désactiver. Non, bah, pas de souci, mais je préfère partager parce que il y a cette question justement de la langue qui est très, 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 très importante. Donc là, Marie-Lise me disait justement pourquoi est-ce que j'utilisais des termes anglais comme targeting alors que les termes français existent. Ce n'est pas du tout, et ça a été une question très importante dans notre démarche, effectivement, de toujours trouver, d'aller chercher le mot français qui existe. Parce qu'effectivement, à chaque fois, voilà, on parle de rétroplanning, en fait, on peut dire le chronogramme. Donc, ça a été une exigence qu'on a eue effectivement sur cette démarche-là. Ensuite, je pense qu'il faut faire la différence entre moi, en tant que personne qui présente un projet, et le reste du projet. Il ne s'agit pas, en utilisant de mots targeting, ni de briller, ni d'écraser. Donc, je préférais le dire là plutôt que recevoir des messages directs, parce que c'est pas, voilà, je trouve que c'est pas très courageux. Donc, on peut continuer. Merci beaucoup. Julie a rebondi sur ce que tu as dit, Alicia. Je te demandais du coup si les traductions étaient faites, c'était des personnes qui traduisaient toutes les contributions et donc au niveau des moyens, comment ça s'est organisé? Parce que effectivement, comme tu l'as dit, c'est un travail énorme de traduire toutes ces contributions. Oui, en fait, il y avait plusieurs choses. Il y a eu d'abord la première phase, pays par pays, où là, on a des consultations nationales et il a fallu, nous, sur chacune des consultations, on a de la modération qui doit être faite.
C'est-à-dire que chacune des propositions qui est déposée sur notre plateforme, pareil, il y a une personne, un homme, une femme qui va valider que cette proposition elle est en accord avec notre charte de modération. Donc, il faut déjà organiser des équipes de modérateurs et de modératrices. Et on a également, sur chacune des consultations nationales, un sujet des sociologues et également des data scientists qui rentrent dans le projet pour analyser et faire l'analyse sémantique. Donc, on avait déjà cette première partie. Et ensuite, il y avait la deuxième partie qui était la traduction des contributions, où là, ça a été 270 propositions à traduire fois 27. Donc, c'est plusieurs milliers de propositions qu'on devait traduire dans chacune des langues. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, ça, c'était la deuxième partie. Donc, juste sur la première partie, c'est une question de moyens, effectivement, d'organisation, de ressources humaines, de travail avec des prestataires dont le métier, c'est d'avoir des personnes qui sont des traductrices agréées avec lesquelles on a travaillé et de les former avec nos outils, mettre en place le bon outil pour pouvoir faire cette modération en multilingue. Puis, sur la partie sociologue et data scientist, souvent des binômes entre un traducteur qui notamment maîtrisait plusieurs langues et un sociologue, un data scientist qui maîtrisait l'anglais pour s'assurer de l'analyse de cette donnée et du respect de la parole citoyenne. Donc, beaucoup d'humains, en fait, sur cette première partie, modération, analyse, adaptation des algorithmes dans une autre langue, et également sur la deuxième partie de la traduction donc, plus classique, pure, où également c'est l'humain et des expertises. Voilà, donc du temps, forcément de l'argent, mais de l'humain pour cette parole citoyenne. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui qu'il y a des traductions automatiques, parce que c'est potentiellement une manière de réduire ce temps, ces coûts, avec ses avantages et désavantages. Donc c'est très intéressant de voir notamment ce qui se fait avec la plateforme de la COPOE, avec ces traductions qui sont faites de manière automatique, de voir un petit peu comment ça réagit, comment ça déstabilise ou pas les citoyens qui participent. Je pense que c'est un sujet sur lequel on est encore en train de faire des tests. Donc, à suivre, observons un peu les différentes manières. Donc, voilà, je partage la manière dont on a fait. Là, on observe avec grand intérêt ce qui est en train d'être fait sur ce multilingue-là. Peut-être que dans la salle, il y a d'autres personnes qui ont fait des consultations en multilingue et qui ont je tente, Clara, qui ont un partage à faire. Voilà, en tout cas, nous, on l'a fait à la main avec beaucoup d'outils qui permettaient des interfaçages, mais beaucoup d'humains. Et c'était possible. Ok, oui, effectivement, c'est beaucoup de moyens et on a eu un atelier sur le sujet, sur la participation multilingue aux rencontres à Amiens et c'est aussi très technique. Enfin, il y a un vrai travail derrière qui est considérable quand même. Et du coup, je sais, bon, je tente encore s'il y a des questions, mais moi, j'aimerais rebondir du coup pour rester un peu sur l'aspect aussi européen, international et aussi cette question des différences des langues pour vous demander si en fait vous avez vu entre les jeunes qui ont participé des échanges entre eux, des échanges entre les jeunes de ces différents pays, de ces différents territoires. Est-ce que ça a un peu fédéré ou pas je ne sais pas si l'une de vous veut commencer par répondre. Alicia, si tu veux y aller. Oui, avec plaisir. Alors, moi, je veux revenir sur cet événement qu'on avait organisé au Parlement européen. On avait rassemblé les 10 citoyens et citoyennes qui venaient de toute l'Europe et qui représentaient les voix européennes. Et que dire si ce n'est que donc l'objet de l'événement, c'était de rassembler ces 10 personnes, de rassembler, de les mettre face aux groupes politiques européens pour discuter de ces priorités citoyennes en amont des élections, mais également d'inviter des citoyennes et des citoyens. Donc, on a rempli le Parlement européen et également d'inviter la société civile, donc des organisations professionnelles, des ONG comme Greenpeace, à débattre de ce sujet citoyen. Nous, on a un vrai sujet de dire qu'en amont des élections, l'objet de la discussion, ça doit pas être l'agenda des politiques, ça doit être l'agenda citoyen, c'est comme ça qu'on le nomme, c'est ce qui ressort, nous, de nos consultations. Et donc c'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure de
c'est la complémentarité entre le digital et le présentiel. C'est-à-dire que le digital a cette force de puissance, cette force de frappe incroyable de mettre, de pouvoir faire participer des gens qui ne participent pas. Mais un événement physique comme celui qui a eu lieu, alors il y a le fond qui est incroyable, il y a le symbolique aussi qui est très fort, de voir ces incarnations citoyennes, ces jeunes, ces gens qui viennent de pays, je sais pas là, je dis Lituanie, Italie, Belgique et autres, qui effectivement discutent entre eux et qui symbolisent l'Europe, qui discute entre elles, ces visages-là. Donc, c'est très, très, très puissant et je pense que ça va être très puissant aussi les différents panels qui vont être organisés dans les prochains jours sur le sujet de la COFOE ou sur d'autres sujets qu'on organise quand on est un acteur de notre côté, quand on est un acteur de la FinTech. Donc, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, le sujet de la rencontre et de la discussion autour de nous, ce qu'on appelle la part commune, les consensus, c'est très, très fort et très puissant et essentiel. C'est un vrai moment de démocratie. Merci beaucoup, Alicia. Ajar, je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce qui a été dit, compléter. Oui, alors nous, c'est vrai que c'était, enfin, comme c'était la francophonie, donc la question de la langue était quand même plus uniforme au final. Enfin, uniforme, non, c'est très faux ce que je dis parce que justement, le français a des multiples variations et c'est aussi ça que permettait de montrer cette démarche, c'est que, bah, en fait, il y a vraiment une vraie richesse qui est méconnue parfois de la langue française. Après, c'est plutôt au niveau des ateliers, justement, où il y a pu avoir des formes, des langues différentes, voilà, mais toujours avec quelqu'un qui restitue ensuite en français sur la plateforme. On a aussi des gens c'est assez marrant, qui ont participé en espagnol ou en anglais dans le questionnaire. Donc, en termes d'analyse sémantique, il a fallu ensuite retraduire des choses, etc. Il y a eu des mélanges de langues, mais c'était aussi ça qui était intéressant, c'est de voir les autres langues auxquelles la langue française était connectée à travers les différentes géographies. Donc, voilà, je dirais juste ça pour compléter ce que disait Alice. Merci beaucoup. Et on a Julie qui dit dans le chat, je crois qu'une des questions de la consultation était justement sur votre expression francophone préférée. Ça donnait un panel incroyable de richesse et de diversité. Je ne sais pas si tu veux donner des exemples ou rebondir là-dessus. Oui, alors tout à fait. Je crois que dans le rapport, je vais essayer de partager mon écran comme ça. Déjà, ce que je peux vous montrer, c'est une autre question qui était votre personnalité francophone préférée qui a donné des résultats aussi assez intéressants. Et après, sur les expressions, je crois que je les ai sous la main, mais c'est un peu loin. Donc, je vais quand même. Donc, déjà, sur les personnalités, donc, vous voyez aussi la variété, enfin voilà, Macron, Diouf, Camus, enfin il y a à la fois des écrivains, des personnalités politiques, des personnalités d'Europe, etc. Donc rien que ça, c'est une richesse incroyable. Et puis sur le rapport, je pense que je peux vous trouver justement la partie plus expression. Voilà. Ah voilà, vous les avez quand même, fallait les retrouver. Qui vivra verra, l'habit ne fait pas le moine, alors je t'aime. Donc l'idée c'était vraiment leur dire c'est quoi les expressions francophones que vous préférez. Donc il y a évidemment beaucoup de choses qui se tournent autour de l'expression des émotions, etc. Mais il y a aussi des dictons, petit à petit l'oiseau fait son nid, qui veulent un œuf veulent un bœuf. Là je regarde s'il y a quelque chose d'un peu original. En fait les plus récurrentes sont quand même connues, mais il y avait aussi des choses vraiment très régionales qu'on ne connaissait pas du tout qui sont apparues. Voilà. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant de voir la richesse des contributions. Vraiment, ça fait la force de cette consultation. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, maintenant, peut-être qu'on peut aller plutôt, continuer à parler de vos consultations et du coup, plus sur le retour qui a été fait. Quelle suite va être donnée ou a été donnée aux contributions et quel retour vous avez prévu de faire ou vous avez déjà fait auprès des participants à la consultation. Alicia, je ne sais pas si tu veux. Oui, alors du coup, nous, pour le moment, on est un peu sous embargo, mais je vais donner un petit peu des grandes lignes. Ouais. Mais le sujet, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la conférence sur le futur de l'Europe. Donc, c'est dans quelle mesure
consultation qu'on a fait au niveau français va contribuer à la conférence sur le futur de l'Europe. Parce que vous imaginez bien qu'en posant cette question, quelles sont vos priorités pour l'Europe de demain, nous, on fait émerger donc, ces fameux consensus, controverses et repoussoirs, et qu'on peut faire le lien directement avec les grands thèmes qui sont les thèmes de la consultation de la conférence sur le futur de l'Europe. Donc, on a des milliers de contributions qui sont issues de cette consultation qu'on va pouvoir mettre qu'on va pouvoir éclairer d'une certaine manière cet autre sujet, enfin ce sujet-là qui est directement lié. Et il y a également le sujet de la présidence française de l'Union européenne qui va démarrer en janvier, où il y a différentes thématiques sur lesquelles la présidence veut travailler. C'est des axes comme le climat, la protection sociale, la transformation numérique. Et dans ce cadre-là, ce genre de consultation nourrit ces travaux de plusieurs manières. Soit déjà en nourrissant directement les thèmes, vous avez de la matière sur laquelle vous pouvez travailler, vous pouvez voir dans quelle mesure sur cette thématique-là, cette idée-là, elle est plus controversée, elle est plus repoussée, elle est plus consensuelle, et dans quelle mesure vous basculez d'un consensus en controverse si vous parlez de telle ou telle chose. Donc ça, c'est la première manière directement de nourrir ces sujets-là. Et puis, l'autre manière de nourrir ces sujets-là, c'est potentiellement d'amener d'autres sujets sur lesquels qui n'étaient pas priorisés jusque-là et qui vont être éclairés par la consultation. Et dans ce cas-là, du coup, ça peut être un prétexte, au-delà d'un prétexte, une vraie raison de remettre sur la table certains sujets qui avaient été mis de côté, alors qu'en fait, dans cette consultation très massive, ils ont été valorisés. Et une autre manière aussi de contribuer à ces travaux qui arrivent, c'est de refaire un peu ce que je vous expliquais sur le We Europeans avec ces citoyennes et citoyens qui incarnent la parole citoyenne, c'est de faire appel à ces hommes et ces femmes qui ont participé et de les faire venir de manière physique et de les faire participer aux différents panels ou discussions ou autres événements qui pourraient avoir lieu. Et c'est des gens qui ont cette légitimité, notamment du vote qui a été une nouvelle fois massif. Je crois qu'on a plus de 300 000 votes qui a lieu sur la plateforme. Donc, ces gens qui incarnent, fort de leur idée, qui a été poussée de manière très forte sur la plateforme, qui viennent la dérouler et l'incarner, et ce, de manière avec toute la légitimité qu'a apporté le processus. Donc, voilà tout ce qui va arriver, et peut-être encore d'autres choses, mais tout ce qui va arriver suite à cette première partie de mobilisation. Merci de nous avoir livré un peu d'avoir pu répondre un peu à cette question. Je vois qu'on a 2 questions dans le chat, mais peut-être, Hajar, si tu veux répondre un peu à la question que j'avais posée, et après on prendra cette question à laquelle on pourrait répondre peut-être toutes les 2. Oui, complètement. Donc, au niveau des résultats et de la restitution et ensuite des suites, je vais répondre en 2 temps. Donc, d'abord, au niveau des résultats et de la restitution, l'OIAF a vraiment, c'était important pour l'OIAF d'organiser un événement qui puisse vraiment à la fois présenter les résultats aux jeunes, mais aussi aux partenaires de l'OIAF, aux États quand même, qui sont du coup les financeurs de l'OIAF. Ils ont vraiment du coup voulu organiser un événement aussi très interactif. Donc en fait, ça a été un plateau télé avec la secrétaire générale de l'OIF et elle a appelé, elle était en duplex avec des jeunes de plein de géographies différentes. Voilà, il y a vraiment eu beaucoup de moyens qui ont été mis sur cette restitution-là, qui était ensuite diffusée sur les réseaux sociaux. Ensuite, le rapport a été envoyé à tous les partenaires, à toutes les parties prenantes avec lesquelles l'OIF travaille. Et dans un second temps, et là malheureusement c'est dommage que Fatima ne soit pas avec nous, il y a eu une unité jeunesse déjà qui était un département jeunesse qui a été créé, qui est transversal à toutes les entités de l'OIF. Donc ça c'était quelque chose qui était déjà dans les cartons mais qui a été accéléré par la démarche. Donc la question de la jeunesse a été disons pris à bras le corps en termes organisationnels chez eux et ça a eu un impact sur l'aspect programmatique, donc leur programme. Il y a un certain nombre de programmes qui ont été accélérés par les résultats de la consultation. Donc, c'est là où on rentre dans le côté l'existant, mais qui a été surligné, qui a été validé, confirmé par les jeunes.
Et il y a une partie des programmes, des nouveaux programmes qui ont vu le jour. Donc ça, c'est vraiment des idées qui n'étaient pas prévues, mais que les jeunes ont pu proposer. Et c'est là où c'est intéressant. Je ne sais pas, côté aussi, Make, comment vous avez géré ça, mais nous, dans le rapport, il y a eu 2 niveaux. Et en fait, on s'est rendu compte que le niveau de granularité le plus projet, la maille projet a été clé, et ça a été presque le livrable qui a été le plus utile pour l'OIF derrière. Donc, il y a eu les grandes préoccupations qui ont confirmé beaucoup de choses, parce que, évidemment, à un niveau macro, on confirme surtout des choses, et on est parfois surpris, mais à la marge. Mais par contre, je vais vous montrer très concrètement ce dont je parle quand je dis granularité projet, c'est la liste d'actions concrètes. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Donc là, au niveau du rapport, donc à la fin, on a une liste d'initiatives. Il y en a, je crois, 200 de mémoire qui sont classées par domaine d'action, donc culture, langue, etc. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de pages, il y a une vingtaine de pages qui est une liste d'initiatives. Et c'est ici que l'OIF est allé piocher justement des idées pour les mettre en place. Donc, et ces projets-là, nous, par rapport à nos modules et notre manière de les collecter, elles viennent beaucoup des ateliers, un petit peu du questionnaire et aussi de notre module de concertation, donc le module de forum. Donc c'est aussi un module qui se prête beaucoup plus à aller approfondir, co-construire des idées. Et in fine, même si c'est un module qui forcément est plus exigeant, donc on a moins de gens en termes statistiques, mais par contre, on a voilà, énormément d'idées. Donc c'était surtout ça que je voulais vous dire. Et donc, il y a des éléments aussi au-delà donc, de la partie voilà, changement des programmes de l'OIF. Il y a des éléments plus de plaidoyer qui ensuite ont été faits au niveau de plusieurs États. Nous, on était aussi en discussion avec des États qui voulaient eux-mêmes faire leur propre démarche à partir des résultats, mais de manière plus ciblée. Plus globalement, ça a en fait introduit cette idée de faire rentrer les consultations dans la méthodologie d'interaction de l'OIF avec les jeunes, avec ses parties prenantes, etc. Donc ça a changé un petit peu la manière dont ils travaillaient. Ok, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Du coup, on va prendre les 2 questions dans le chat, même si vous y avez un peu répondu, mais si vous avez des éléments à rajouter. Du coup, Marie-Lise demande, je ne sais pas si d'ailleurs vous voulez prendre la parole et poser la question vous-même et peut-être ajouter des éléments complémentaires, mais sinon, je lirai la question. Du coup, Marie-Lise demandait quelle va être la prise en compte de ces contributions par les décideurs, aussi bien en Europe qu'au niveau de la francophonie, et comment la contribution des jeunes va-t-elle être légitimée. Donc, est-ce que l'une de vous commencez à répondre? Ouais, je pense qu'effectivement, avec Aja, peut-être que Marie-Lise l'avait posé avant qu'on réponde, parce qu'on Oui. on a bien répondu à cette question, mais je pense que c'est une question clé que pose Marie-Lise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'on est tous, j'espère qu'on est tous conscients, on l'a peut-être dit et redit, et on a peut-être l'impression de radoter, mais je pense que ce n'est pas inutile que l'objectif d'une consultation, d'une mobilisation, c'est la mise en action et c'est l'écoute, et c'est le niveau minimum qu'attendent les citoyens, c'est qu'on réponde à leur qu'on réponde, c'est-à-dire qu'il y a des fois, alors peut-être que je fais une petite digression, mais des fois il y a un mélange entre démocratie directe et démocratie participative, c'est-à-dire que quand vous menez une consultation, alors je trouve que c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, à une époque, ceux avec qui on menait les consultations, ils avaient peur que ce qui ressort de la consultation soit quelque chose qu'il faille mettre en œuvre coûte que coûte, et que les citoyennes et les citoyens attendaient une mise en œuvre directe de leurs attentes. Et en fait, je crois que petit à petit, tout le monde en a pris conscience, il y a une vraie différence entre une nouvelle fois démocratie directe et démocratie participative. Les citoyens, le minimum qu'ils attendent, et ils ont bien raison, c'est déjà une réponse à leurs attentes, sans forcément une mise en action exacte par rapport à ce qu'ils demandent. Donc, sur 10 priorités, souvent, nous, quand on a l'issue d'une consultation, ce qui se passe, c'est que il y en a 3 qui, en fait, sont déjà en train d'être mis en œuvre, mais ça avait été mal communiqué, les citoyens n'étaient pas forcément informés que ce qui était prioritaire pour eux était en train d'être mis en œuvre. Il y en a 4 sur lesquels on se dit que c'est très intéressant, du coup, on va partir en co-construction de projet, faire des ateliers, des consultations et travailler avec vous. Et puis, il peut y en avoir 3 sur lesquels le décideur politique ou autre organisation dit
désolé, en fait, nous, c'est pas possible parce qu'il y a une réalité de terrain, parce qu'il n'y a pas de budget, parce qu'on a déjà essayé, ça ne marche pas, etc. Donc, il y a une vraie granularité de la réponse et que quand on mène une consultation, l'objectif ensuite, c'est pas de mettre exactement en œuvre ce que demandent les citoyens, c'est d'ouvrir le dialogue et ce n'est que le début d'une co-construction, comme je l'ai illustré. Donc voilà, et en tant qu'acteur, nous, de la démocratie participative, notre rôle, c'est que quand on travaille avec un ministère, avec une organisation internationale, c'est justement de s'assurer que cette règle du jeu de l'impact, en tout cas au moins la réponse, elle soit respectée. Il s'avère que là, dans nos deux cas, et je pense qu'on l'a bien explicité avec Ajar, il y a un engagement qui va au-delà de la première réponse. Il y a un engagement qui va dans la prise en compte, dans des travaux, dans des panels, dans la co-construction, dans le changement d'un agenda politique, voilà, dans tout ce qu'on a explicité. Donc, je pense que c'est des beaux exemples. Une nouvelle fois, moi, effectivement, vous l'imaginez bien, on est sur des sujets qui sont en lien avec le ministère et on est au moment de la révélation des résultats. Donc, je ne peux pas trop en dire, mais je pense que j'en ai pas mal dit et ça illustre pas mal quand même sur ce qui va se passer. En tout cas, que la parole citoyenne est respectée, entendue et qu'elle va nourrir les réflexions et que les personnes qui vont participer vont pouvoir même aussi prendre la parole et co-construire des projets. Et moi, je te rejoins complètement aussi, Alicia, sur ce point-là, parce que même si, effectivement, dans nos deux démarches, je pense qu'on est sur un vrai engagement, c'est un champ d'expérimentation en soi. Le comment, d'une part, on montre qu'on a agi, on accepte de peut-être dire ce sur quoi on n'a pas agi et pourquoi, qui est déjà un élément de justification, et on donne une visibilité concrète par un outil, par des événements, etc. Et voilà, je pense que c'est des sujets qu'on n'a pas encore complètement réussi à... Enfin, voilà, sur lesquels on est encore en expérimentation, quels que soient les clients. Et l'OIF, par exemple, avait une envie au départ d'installer dans le temps ces consultations-là et de permettre aussi de très vite donner une visibilité. Et bon, ça prend forcément du retard. Donc voilà, c'est dans les cartons, mais c'est toujours des choses sur lesquelles voilà, c'est pas toujours évident de faire un suivi de l'après. L'après est un grand sujet. Mais c'est intéressant, du coup, je rebondis sur ce que dit Ajar, parce que je pense qu'on travaille sur les sujets, donc du coup, on est aligné sur beaucoup de choses. Là, ce que tu viens d'évoquer, moi, ça me fait vraiment passer à une vision qu'on a. Moi, je crois vraiment à ce qu'on appelle les cycles participatifs et donc des conduites participatives qui sont cycliques. Et ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit. L'objectif, c'est de rentrer dans la durée en fait de la participation. C'est pas d'écouter, mobiliser, et puis ensuite merci, au revoir, on revient, on fait quelque chose et puis on se retrouve dans 4 ans, quoi. L'idée, ce serait potentiellement, si on prend l'exemple d'une ville, je sais pas, la ville de Lyon qui pourrait régulièrement faire des cycles participatifs sur le sujet de la politique des transports, sur la politique sociale, et tous les 6 mois relancer un cycle participatif avec de la consultation, du consensus qui révèle la parole citoyenne, travailler ensuite sur certains en co-construction, panel, concertation, et puis une mise en œuvre ou pas de certains des sujets par la ville et des nouveaux cycles participatifs sur certains sujets. Donc avec une vraie conduite participative de la politique publique. Merci beaucoup pour vos réponses. Et oui, effectivement, comme l'a dit Ajar, l'après est une grande question et tout aussi important que le pendant. Mais du coup, n'hésitez toujours pas à poser des questions. Et peut-être il nous reste quoi? Il nous reste 15 petites minutes pour notre atelier. De manière plus générale, et quelles ont en fait pour vous les leçons qui ont été apprises avec ces consultations, à la fois sur la question de la jeunesse, comment mobiliser les jeunes, et couplé à cet aspect international qui est sur lequel on voit des initiatives un peu naître de consultations au-delà des frontières du pays. Et pour vous, quelles ont été les leçons apprises et voilà. Est-ce que vous avez des éléments à répondre sur cette question-là? Alors moi, un peu à chaud, ce qui me vient quand je pense à ces différentes consultations et quand on parle de consultations sur les jeunes,
nous, on avait un sujet qui était l'Europe. Et on avait mené des consultations dans le passé qui nous montraient que c'était un sujet qui intéressait les citoyennes et les citoyens, malgré ce qu'on peut en dire. Et sur le sujet, on ciblait spécifiquement des jeunes de 15 à 30 ans en 2021. Donc, on se reposait la question en se disant dans quelle mesure ça va être compliqué en fait, de les intéresser au sujet. Et voilà, une des leçons, c'est que le sujet européen, en tout cas dans la manière dont on a posé cette question très simple et très ouverte avec cette manière de participer, c'est un sujet qui intéresse très fortement les jeunes. On a été assez bluffé par la richesse et la maturité des réflexions et des contributions qui ont été faites sur la plateforme. On a quand même un gros volume de propositions. Donc on voit, hein, suivant les consultations, la qualité de ce qu'il en ressort, ou s'il y a trop de positifs ou pas assez. Là, on était sur vraiment des niveaux très élevés. On sent que, et alors qu'on on a ciblé largement. Donc c'est un vrai sujet, le sujet de l'Europe. Il n'y a pas de... il y a un vrai sujet d'engagement de la jeunesse. On le voit dans la rue, on le voit de plein d'autres manières différentes que celles qu'on a évoquées aujourd'hui. Et voilà, c'est une première leçon, et je pense que c'est quelque chose qui est important aussi pour nous tous, cette fraîcheur de la participation citoyenne qui est si importante face aux enjeux sociétaux, climatiques auxquels on fait face. C'est important d'avoir cette réponse-là. Elle n'est peut-être pas dans les urnes. En tout cas, elle s'exprime de manière différente et très important, et ça fait du bien. Et donc, continuer à respecter cette parole et à en faire quelque chose. Donc, voilà, première leçon que je voudrais partager. Je laisse Hajar compléter, peut-être que d'autres choses me viendront. Oui, non, mais je rejoins complètement le côté, le fond, enfin, la richesse des contributions, la maturité des jeunes. Nous, pareil, on a été, voilà, on a été surpris et ça donne envie effectivement de leur donner la parole. Plus, on a aussi beaucoup de jeunes qui nous ont dit que c'était génial de s'exprimer, enfin, pour eux, et qu'ils avaient envie de continuer et que pour eux c'était une vraie ouverture, et c'est vrai que ça confirme, ça donne envie de poursuivre. On a eu en termes, si je devais faire une structure un peu de ce qui a fonctionné, des points d'amélioration un peu des enseignements, de notre côté, ce sur quoi on est très content, c'est effectivement le dispositif de mobilisation, le fait qu'on ait pu, comme tu disais Alicia au tout début, avoir des modalités multiples pour réussir à capter une multiplicité de jeunes, le côté les kits, les créneaux d'information dont j'ai parlé au départ avec la société civile, etc., les groupes WhatsApp aussi, donc on a aussi utilisé des moyens un petit peu réguliers d'interagir avec les partenaires. Donc la stratégie des réseaux sociaux, tout ça, c'est quelque chose qui a très bien marché. C'était important aussi pour nous de mettre en place des incitatifs pour les organisateurs d'ateliers, donc réussir à ce qu'à un moment donné, sur 2 mois seulement, des jeunes et des partenaires, etc., ou n'importe qui, des associations s'emparent du projet et réussissent à le faire le leur et à organiser des choses en si peu de temps. C'est une vraie réussite et c'est des gens qui sont embarqués, qui sont engagés pour la suite. Donc le fait de donner une marge de manœuvre à d'autres personnes sur des initiatives citoyennes est vraiment quelque chose d'intéressant et qui a réussi. Le lien entre plateforme et atelier aussi, de réussir à intégrer des comptes rendus des ateliers en ligne et que les gens réagissent dessus pour susciter de la discussion. Donc voilà. Après, au niveau des choses qu'on pourrait encore améliorer, il y a eu la question de justement la valorisation des partenaires. Donc dans notre cas, c'est comment réussir au-delà de cette espèce d'effervescence collective qui fait plaisir, etc. Peut-être qu'il aurait fallu trouver des moyens, on y a réfléchi a posteriori, par exemple, de donner créer un label ou créer une sorte de diplôme ou quelque chose, en fait, une valorisation symbolique qui permette à quelqu'un qui organise un atelier qui s'est bien passé, de le valoriser lui aussi dans son expérience, de le mettre, de l'inclure et donc que ça puisse lui bénéficier aussi. Des choses qui auraient pu être améliorées aussi, alors le public non connecté, on est content d'avoir quand même associé 2000 jeunes à travers ces ateliers, mais je pense qu'on peut encore faire plus de ce point de vue-là. Voilà, je pense que c'est essentiellement ça. Et donc les enseignements, ce serait anticiper au maximum, donc cartographier les partenaires et réfléchir par cercle concentrique aussi. Donc une fois qu'on a une première communauté qui prescrit en fait, qui est prescriptive, elle peut aller chercher d'autres communautés et donc ça peut même en un temps court vraiment permettre de toucher beaucoup de gens.
Et puis l'importance de travailler peut-être encore plus en amont sur les cibles finales des ateliers. Donc essayer de travailler presque par persona en se disant, en fait, voilà, il y a les jeunes non connectés, il y a les jeunes avec tel et tel attribut. Comment on arrive à, dès le départ, dans notre méthodologie et dans nos différentes modalités, de s'assurer qu'on les touche bien à la fin, quoi. Donc ça, on l'a fait, je pense, mais on peut toujours faire plus simple, plus ludique. Voilà, il y a énormément de créativité possible voilà. En fait, pour moi, une consultation de la jeunesse, ça demande vraiment de se mettre dans une posture de créativité, de se mettre à la place de jeunes, de leur donner envie et de ne pas être justement dans quelque chose de jargonneux enfin voilà, de trop sérieux en fait. Simplement. Je ne sais pas si Alicia, tu veux compléter sur ce que vient de dire Ajar, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir les résultats et aussi ce que tu disais, Alicia, par rapport à toi, ta consultation, de voir que finalement, on a un peu ce cliché sur les jeunes qui sont désintéressés complètement de l'Europe et des institutions et qu'au final, en fait, pas tellement. Donc, c'est très intéressant de voir tout ça, de voir les résultats et de continuer à donner la parole aux jeunes et à travailler sur, euh, sur cette question-là et travailler sur les pratiques. C'est très, très intéressant, mais du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ces questions-là, sur vos initiatives. Je vois qu'on n'a pas de questions encore. J'espère que les participants auront, enfin, ces présentations vous ont plu et que ces sujets-là vous ont intéressé. On a eu deux intervenantes au top qui ont très bien présenté tous ces sujets-là. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit mot de fin ou d'autres choses à dire sur les initiatives, le sujet en général. Je vous laisse la parole pour un petit mot de fin, comme ça on va libérer les participants pour aller déjeuner et clôturer ces rencontres. Eh ben, écoute, merci Clara pour l'animation de cette petite table ronde. Merci à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Et oui, moi je conclurai avec le sujet que j'introduisais juste avant, c'est-à-dire il y a je crois que cette démocratie participative, elle souffle un vent positif. Il faut prendre bien évidemment en considération cette parole citoyenne et faire attention. Je pense qu'on a essayé avec Ajar de montrer qu'effectivement, il y avait beaucoup de travail, de prérequis, de critères, de sujets qu'il ne fallait pas oublier, de représentativité, de complémentarité digitale présentielle, de l'enjeu d'impliquer ces personnes de la bonne manière, au bon niveau, l'enjeu de l'impact qu'il y a derrière. Donc, c'est beaucoup de travail. On a parlé aussi de l'enjeu du multilingue, de réussir à faire des consultations au niveau de l'Europe. Et ce qu'on a vu, je pense, à travers ces deux consultations, c'est que les gens quand on vient les chercher de la bonne manière et pour les bonnes raisons, ils sont intéressés. On est encore sur il y a de l'intérêt, il y a du débat. L'Europe intéresse, l'Europe fait débattre en tout cas. Il y a des controverses beaucoup dans la consultation sur l'Europe, mais il y a aussi beaucoup de consensus. Il y a une part commune qu'on oublie souvent, et c'est un petit peu un de nos axes chez Mecowork, c'est de remontrer qu'il existe une part commune sur laquelle on peut agir. On passe beaucoup de temps dans les médias à montrer ce qui nous divise, alors qu'en fait, il existe beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord. Et plutôt que de passer du temps à débattre sur ce qui nous divise, on peut aussi passer du temps à construire la suite. C'est un peu tout l'objet de notre méthodologie. Et donc, voilà, on n'a pas encore basculé dans l'indifférence, heureusement, parce que je pense que ce serait le pire par rapport à ces sujets-là. Il n'en est pas moins que nos démocraties sont quand même en danger et que tout ce qu'on est en train de mettre en place et ce qu'on essaie de mettre en place avec la démocratie participative peut être très fragilisé si une nouvelle fois on ne respecte pas cette parole citoyenne et si les gens ont l'impression que c'est vain. Donc, on a quand même une grosse responsabilité sur nos épaules. Donc, voilà, donc à suivre, continuons notre chemin participatif. Merci en tout cas à Clara et à décider ensemble du coup de promouvoir en tout cas et de valoriser ces travaux. Merci beaucoup Alicia pour ce petit mot de conclusion. On a dans le chat Pascal qui n'a pas une question mais plutôt une remarque qui est très intéressante. Peut-être que Pascal, vous pourriez prendre la parole
pour aussi participer à ce petit mot de fin. Je ne sais pas si vous le voulez. Oui, avec plaisir, merci Ah de ben me donner super. l'occasion de parler. Alors, est-ce que vous m'excuserez parce que je m'étais inscrit sur 2 ateliers, donc je n'ai pas vu le début de votre intervention. J'étais sur Sentinelle de la Nature, qui est aussi une initiative très intéressante. Oui, donc comme c'est un peu résumé ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on a les outils aujourd'hui pour faire des choses absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'on pourrait décider et agir pour, par exemple, éradiquer la pauvreté en Europe. Ça, c'est faisable. On a assez d'argent, on a les outils pour faire du crowdfunding généralisé, créer de la monnaie virtuelle. Enfin bref, il y a tous ces outils-là qui sont en place et on se retrouve actuellement, au contraire, avec, parlons français, hein, une monarchie de la Ve République qui doit absolument devenir, enfin, il faut absolument passer à une Sixième République vraiment démocratique. Hein. Quand je dis démocratique, c'est-à-dire sortir du tout électoral. Et c'est ça qui est un peu dommage, mais c'est normal, hein, c'est l'histoire de... Les outils, là, nous permettent des choses absolument extraordinaires qui, effectivement, comme la classe politique est notamment assez âgée, donc, et d'une part par ses prérogatives et aussi par le fait qu'elle ne maîtrise pas assez ces outils, contrairement aux populations que vous avez sollicitées, les jeunes vont être un frein. Donc, c'est tout l'enjeu actuel. On a vraiment la possibilité de faire des choses magnifiques, de contribution, de crowdfunding, de crowdsourcing. Enfin, bon, excusez-moi, c'est plutôt on va appeler ça de l'épargne d'intérêt local et avec des assemblées consultatives tirées au sort, etc. On a tout ça en main. Et comment faire actuellement Voilà, c'est ça l'objet en fait. Je trouve que ça peut être très intéressant et c'est pour ça que je suis depuis très longtemps les rencontres de décideurs ensemble. Il y a beaucoup d'initiatives comme Assaillant, etc., du micro-local jusqu'au national. En réalité, s'il y a une vertu de nos crises, notamment de l'écologie, c'est que on est tous sur le même village monde et on peut décider vraiment d'agir, mais à condition de sortir de l'élection, puisque ça, c'est un outil vraiment et des grandes multinationales et des grandes sociétés secrètes. Il faut sortir aussi il faut avoir comment dire, la parole libérée pour pouvoir le dire. Parce qu'effectivement, on a par exemple un président, on sait bien d'où il vient. Je veux dire, il n'est pas effectivement de la société civile. Voilà. Donc, j'espère que justement, vous allez beaucoup agir les uns les autres, là, les 4 que je vois en face de moi. Et j'espère qu'on puisse non seulement parler, refaire des réunions comme ça, mais aussi, je pense que ce serait intéressant d'essayer de coagir ensemble, ce que permet encore une fois la technologie. C'est-à-dire pas forcément de façon synchrone et au même endroit, mais ensemble, lever des fonds pour financer des développements durables, de lutter contre la pauvreté, etc. En tout cas, merci à vous tous. Hein. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Alicia, genre, vous voulez réagir rapidement? Et puis je vois qu'il y a un autre commentaire aussi. Ouais, oui, j'ai vu. Donc, Ouais. c'est aussi Sandrine Bosetti, vous souhaitez prendre la parole pour... C'est super intéressant de vous entendre. Hein, donc j'avoue, Ouais, oui. Ça fait du bien. Merci. Mais oui, je ne sais pas si Sandrine, vous souhaitez... Je suis là, oui, c'était simplement pour dire que par rapport à Alicia qui disait qu'on avait une grande responsabilité sur le travail de la démocratie participative, mais je pense que les exécutifs et les services quelles que soient les collectivités, ont aussi une grande responsabilité dans cette prise en compte du travail qui a été fait avec les citoyens. Parce que c'est bien là qu'après, on a sinon un rejet et une défiance vis-à-vis des exécutifs. Quoi. Donc voilà, c'était plutôt que de essayer de faire accepter un projet, c'est bien de le co-construire avec les gens. Quoi. Voilà, c'est dans le sens là de cette démocratie participative qui n'est pas qu'une information descendante depuis les services auprès de la population, mais bien d'avoir cette habitude de travailler en co-construction, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas partout. Voilà. Merci beaucoup une nouvelle fois, du coup, Ajar et Alicia, si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces témoignages-là. C'est vrai que personnellement, je partage effectivement pas mal les avis qui ont été partagés. C'est que les outils sont là, les décideurs sont curieux, enfin quand même, mais sont curieux. Mais alors, il y a un petit peu un truc de on va voir ce qui se dit, on verra en fonction de... Et donc, les engagements ne sont pas toujours très clairs dès le départ même. Et d'ailleurs, ça crée parfois des problèmes vis-à-vis de
des messages qu'on adresse et donc du fait de comment on attire les citoyens. Mais ensuite, même quand les engagements sont clairs, l'après est toujours un petit peu flou. Donc, effectivement, il faut faire très attention à ce qu'on ne tue pas dans l'œuf une certaine, qu'on ne crée pas une défiance justement vis-à-vis de ces nouveaux outils qui est une vraie nouvelle possibilité d'interaction, de recréer la citoyenneté en fait chez les gens et qu'on y ait des démarches qui soient exigeantes et qui donnent, qui aboutissent, etc., pour ne pas tuer dans l'œuf cette nouvelle exutoire, cette nouvelle espoir démocratique. Donc moi, je rejoins aussi effectivement l'espèce de retard du politique quand même en partie sur ces sujets-là. Après, voilà, on est des militants de ça, donc on est un peu biaisés. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de voir que, en tout cas, parmi nous, on est convaincus de ça et peut-être que par cercle concentrique, ça fait très bisounours. Mais voilà, c'est super agréable de vous entendre et heureuse d'avoir partagé un petit peu nos conclusions. Dommage que l'OIF n'ait pas été là, mais je pense qu'ils auront l'occasion, vous aurez l'occasion de suivre très vite ce qu'ils vont faire pour clôturer et pour agir sur ces résultats. Merci beaucoup, Hajar, Alicia. Un petit dernier mot ou pas? Non, un grand merci une nouvelle fois et au plaisir de continuer ces discussions qui sont essentielles. Effectivement, merci beaucoup à toutes et tous les participants. Merci à Hajar et Alicia pour votre intervention très intéressante et merci à tous pour cette semaine qui a été extrêmement riche et dont nous, je parle au nom de l'équipe de Décider Ensemble, nous sommes très, très fiers et très contents et contents. Nous avons déjà hâte de l'année prochaine pour continuer ces échanges-là et ces moments-là, ils sont très, très, très indispensables pour nous professionnels et pour tout le monde, pour en faire bénéficier tout le monde. Donc, merci beaucoup et bonne journée et pour les rencontres à l'année prochaine. Mais on se recroisera peut-être d'ici là avant parce qu'on va continuer à travailler toute l'année sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.